Merci à tous d'être là et je suis vraiment ravi d'avoir un, un invité qui vient sur un métier qui est assez spécifique. Alors c'est vrai que en masterclass, souvent des fois on a des économistes, mais on a aussi des gens, même des ministres d'ailleurs, qui sont venus, mais on a aussi des gens qui viennent nous parler de métiers et c'est la promesse qu'on vous a fait, c'est de pouvoir parler aussi de ces métiers parce qu'il n'y a pas que la technicité, il y a aussi la compréhension de l'environnement. Et donc ce soir, on a voulu parler gestion de patrimoine au sens large, mais plus précisément du family office. Bon, je ne vous en donnerai pas plus puisque ce soir, nous avons un spécialiste qui connaît le sujet mieux que moi. Voilà. Et donc, Pierre Pellet, qui est ici, que vous voyez à la caméra, qui est le fondateur de Family Partners, d'ailleurs, ce qui est un nom assez assimilé à Family Office, et donc je pense peut-être qu'il nous expliquera pourquoi il a choisi son nom, va nous parler librement de son métier, et j'espère que cela pourra éclairer ceux qui sont actuellement en gestion de patrimoine, mais aussi les autres, puisque c'est un secteur d'activité dans lequel il travaille avec énormément de monde, des correspondants, des partenaires, d'autres types de métiers, puisque le client est au centre de leurs préoccupations. Donc, il gère tout un écosystème. Et donc, effectivement, ça n'intéresse pas seulement que les gestionnaires de patrimoine, mais tous les autres qui ont vocation à travailler dans la finance. Beaucoup d'entre eux auront souvent des rapports avec des gérants de patrimoine, des gérants de fortune, des familles office. On verra bien, on dira peut-être les différences. Et puis, on espère aussi que ça pourra évoquer une curiosité pour les plus jeunes d'entre vous, qui n'ont pas encore fait totalement leur choix de spécialisation. Et donc, on va l'écouter. Et puis, comme vous avez maintenant l'habitude, à la fin, vous pourrez poser les questions dans l'onglet Converser. Et je ferai une petite synthèse de ces questions pour Pierre. Et sans tarder, Pierre, mille merci et je te donne la parole. Alfonso, merci beaucoup pour ce propos introductif, mais surtout merci pour ton invitation. Alors c'est vrai, je me demandais comment commencer par présenter l'activité de Family Office. Et en fait, tu m'as tendu la perche en me disant comment est-ce que vous avez choisi votre nom de Family Partners. Et en fait, quand on s'est créé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, on a trouvé ce nom de Family Partners en se disant quel est le nom qui définirait le mieux l'activité d'un family office. Qu'est-ce que doit être pour nous, dans nos yeux, un family office. Et on s'est dit, c'est le partenaire d'une famille pour longtemps. Family Partners. Presque très simplement. Et en fait, quand on est allé déposer à l'INPI ce nom Family Partners, le lendemain, je reçois un coup de téléphone d'un mec de chez Publicis qui me dit vous venez de déposer sur le site de l'INPI Family Partners, on vous le rachète immédiatement. Je dis monsieur, je l'ai déposé hier, c'est quoi l'histoire? Et il me dit en fait, on est mandaté par un grand groupe pour créer une marque d'aide à la personne. Et en fait, on a fait tout notre pitch, toute notre présentation, tout sur Family Partners. Et on se rend compte que celle qui devait déposer à l'INPI ne l'a pas fait au début du process il y a un an. Et du coup, on a tout signé, tous nos contrats sur Family Partners. On vous le rachète. Nous, c'était le début d'une grande aventure. Et je lui ai dit, écoutez, je crois que le prix, dans tous les cas, ne sera pas suffisant. Mais l'anecdote, c'est que finalement, ça recoupait une activité qui était un service d'aide à la personne, d'aide à domicile, d'accompagnement au quotidien. C'était un peu le concurrent de Shiva, de ce qui devait être, de ce qui est aujourd'hui Shiva. Voilà. Donc, pour nous, le métier du family office, c'est celui-là, c'est de dire j'aide dans le quotidien nos différents clients, voilà, sur l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit des problématiques financières, fiscales, comptables, etc. Alors je dis
je dis nos clients parce que c'est une manière de voir cette profession. Cette manière-là, c'est le multi-family office, ce qu'on appelle le multi-family office. Mais l'origine de cette profession-là, c'est d'abord le mono-family office. Qui en fait est tout ce qui est famille Rockefeller, famille Rothschild, etc., qui est de dire j'ai le secrétaire de famille en interne qui centralise l'information, qui gère l'ensemble de l'information, la synthétise et la présente aux membres de la famille pour qu'on ait une information commune et équivalente pour chacun des membres de la famille. Voilà. Donc, la base de tout ça, c'est le single family office qui existe encore aujourd'hui. Toutes les grandes familles françaises ont toujours leur single family office. Et on considère aujourd'hui sur le marché que un single family office, c'est quelque chose qui commence à présenter un intérêt sur des patrimoines grosso modo supérieurs à 500 millions d'euros. Parce que ça présente un certain coût, un bureau, un salarié, 2 salariés, etc. Voilà, donc, c'est des outils qu'on retrouve, c'est un outil de single family office qu'on retrouve voilà, sur ces patrimoines-là à partir de 500 millions. Et vous avez des très gros single family office. Je pense notamment au single family office de Muliez. Un single family office beaucoup plus ancien qui peut être par exemple celui de la famille Wendel, grande famille de la sidérurgie française, multi-family office qui existe, mono-family office, pardon, qui existe encore aujourd'hui, qui regroupe quelque chose comme 1800 bénéficiaires économiques qui sont en fait les arrière-petits-enfants des fondateurs. Voilà. Donc vraiment, ces single family office, on peut retrouver des très grosses structures, mais qui ont en tout cas comme ADN principal de regrouper les intérêts d'une seule famille. Voilà. Nous, on s'est créé, comme par exemple Agami ou d'autres que pouvait citer Alfonso tout à l'heure, sur le modèle d'un multi-family office. Notre cible de clientèle, en fait, est la catégorie en dessous du single family office. C'est-à-dire que dans notre vision à nous, en tout cas, aujourd'hui, le marché considère que c'est une clientèle qui est entre 50 et 500 millions d'actifs à peu près, de patrimoine global. Et aujourd'hui, les chiffres, on entend un petit peu de tout, mais on considère que c'est grosso modo 10 000 personnes en France. Voilà, donc c'est aujourd'hui le cœur d'activité qui se développe le plus, à mon avis, pour diverses raisons. Déjà la baisse des rendements au global, cette baisse des rendements fait que beaucoup de clients, en fait, se posent des questions qui ne se posaient pas forcément avant. Des questions d'économie fiscale, d'économie d'échelle, d'économie globale de tout l'univers qui les entoure, de tout l'écosystème qui les entoure, de se dire, mais finalement, à l'époque où je gagnais 5 ou 6% en plaçant juste mon monétaire à la banque, aujourd'hui, je gagne 0 avec mon monétaire à la banque. Où est-ce que je peux économiser, où est-ce que je peux gagner finalement. Et c'est pour ça que le métier du multi-family office connaît une croissance assez importante ces dernières années. Je pense que vous achetez la GFI, ça m'étonnerait qu'il se passe un mois sans que dans la GFI, on nous annonce la création d'un nouveau multi-family office. Voilà. Donc, dans cette catégorie-là des multi-family office, on se rend compte que chacun a un petit peu sa manière de voir les choses, principalement pour une raison, c'est que c'est une profession qui n'est pas réglementée aujourd'hui, ni en France, ni à l'échelle européenne. Au Luxembourg, on a quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu, qui est le cabinet fiduciaire, mais qui est vraiment un family office dédié au métier du juridique
et de la finance. Voilà. C'est quelque chose qu'on va retrouver à Luxembourg et en Suisse. Bon, pour une raison historique assez simple, assez évidente que chacun comprendra aisément, qui est évidemment la culture du secret bancaire qui pouvait exister jusqu'à ces dernières années, qui fait que voilà, dans ces secteurs-là, le cabinet fiduciaire, qui est un petit peu le prémisse du multifamily office, Merci. est un petit peu plus présent. Voilà. Là-dessus, après, sur les métiers du multifamily office, chacun va, de ce fait, en l'absence de réglementation, on le constate aujourd'hui sur le marché, se faire un petit peu sa propre idée de la manière d'exercer cette profession. On a des cabinets de multifamily office qui sont tournés beaucoup sur les métiers de la finance, qui sont quasiment des, on va dire, pas des sociétés de gestion, mais plutôt des asset allocators qui vont réfléchir à la politique globale d'investissement des portefeuilles pour leurs clients et limiter leur périmètre d'intervention uniquement à la consolidation financière et à la vision globale des actifs. Sur ces métiers-là, c'est souvent des plus petites équipes de 4 ou 5 personnes et le besoin du client, si vous voulez, c'est le fait de se dire j'ai 5, 6, 10 gestionnaires d'actifs. Comment est-ce que je peux m'assurer que l'allocation de mes 5 ou 10 gestionnaires d'actifs, une fois consolidée, ne me fait pas, est-ce que cette allocation ne me fait pas courir un risque trop important sur une zone géographique? Imaginons que les 10 gestionnaires d'actifs font en même temps le pari de l'Amérique du Sud. Ce n'est pas certain que la volonté du client final, du bénéficiaire effectif final, était réellement de courir un risque aussi important sur cette thématique-là et sur ce territoire-là. Voilà, donc l'idée de cette partie-là, c'est de dire j'offre une vision globale, consolidée de l'ensemble. Voilà. Après, on a des multifamily office qui sont beaucoup plus juridiques. Je pense notamment à quelques family office issus de grands groupes d'avocats, puisqu'on va retrouver une filiale de family office chez Deloitte, par exemple, là où on ne s'entend pas forcément à les trouver. Et donc là, on va retomber plus sur des modèles luxembourgeois ou suisses. Après, on a évidemment le modèle du family office bancaire. Je vous fais, l'idée, c'est pas de vous faire un inventaire à l'après-vert, mais l'idée, c'est uniquement de vous offrir un visuel et que vous compreniez que chacun, en fait, chacun aujourd'hui souhaite mettre un pied dans ce marché-là avec l'idée de se dire c'est une source importante d'informations qu'on collecte auprès des clients et qui permet d'avoir une vision du marché extrêmement importante. Voilà. Et c'est le souhait des établissements bancaires aujourd'hui, par exemple, lorsqu'ils créent ou lorsqu'ils essaient d'entretenir chez eux une activité de multifamily office. Nous avons chez HSBC Private Bank, dans les grands réseaux bancaires français, ça n'existe pas. Je crois qu'ils se sont dit que leur marque ne correspondait pas à cette possibilité-là, mais évidemment chez Rothschild, évidemment chez HSBC, chez Neuflize BC, voilà, dans quelques banques assez élitistes, on a une activité, un département de family office. Bon, ils ont beaucoup de mal à développer ces modèles-là pour une raison principale, c'est que aujourd'hui, on a de moins en moins, ou plutôt de plus en plus de transparence. J'allais dire de moins en moins de facilité à cacher les frais, mais ce n'était pas très joli. Donc, je préfère dire qu'on a de plus en plus de transparence sur la manière
par lesquels chacun se rémunère. Et donc, les établissements bancaires aujourd'hui ont du mal à développer leur service de family office parce qu'il paraît assez clair pour les clients qu'on peut difficilement être à la fois prestataire et à la fois consolidateur et de l'ensemble. Je pense que chacun comprendra facilement qu'on peut s'interroger sur l'impartialité de la personne qui viendrait à vous offrir une vision globale, alors même qu'il serait rémunéré par les prestataires eux-mêmes. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est probablement le plus grand critère de différenciation des différents family office qu'on va trouver sur le marché. Vous avez des family office qui sont, on va dire, et le mot n'a pas du tout de connotation péjorative, mais qui sont bien plus des CGP et qui vont utiliser l'appellation de family office. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un modèle en fait de rémunération sur les avoirs déposés chez eux, donc qui sont principalement des rétrocessions sur les fonds, sur le courtage des contrats, etc. Ils vont utiliser l'appellation de family office pour évidemment pour des raisons principalement commerciales, mais voilà, ils vont percevoir leur rémunération de cette manière-là, sans facturer leurs prestations finalement, je dirais, au titre du family office en tant que tel. Après, on a d'autres modèles de family office qui vont avoir un système de rétrocession et de rétrocession et de commission sur du courtage, et qui par contre vont facturer leurs prestations de consolidation et d'analyse des coûts à leurs clients en déduisant chaque année les frais qu'ils auraient pu percevoir, les commissions qu'ils auraient pu percevoir sur leur activité de courtage et de conseil en investissement financier sur l'abonnement et sur les honoraires qu'ils vont facturer à leurs clients. Voilà. Et puis enfin, on a ce qu'on va appeler le modèle, j'avais envie de dire, de pure family office, qui est le modèle sans rétrocession, sans commission, qui est un modèle d'abonnement pur et où en fait, l'idée, c'est de se dire, je suis positionné au-dessus de la mêlée. Je n'ai rien à voir avec un conseil en investissement financier, je ne me rémunère pas comme tel, je n'ai rien à voir avec un établissement bancaire, avec un courtier, et c'est mon client qui vient payer mes frais en plus finalement de ce que je vais payer auprès de mes diverses prestataires. Voilà. C'est probablement les family office qui vont être en fait le moins financier. Pour une raison toute simple, finalement, c'est que les métiers de la finance ne vont pas être faits chez eux. Voilà, les métiers de la finance, de conseil en investissement, d'analyse des fonds, etc., va être délégué auprès du courtier, auprès de l'établissement bancaire, auprès des prestataires que vous avez l'habitude, qu'on a l'habitude de voir autour des clients. Et finalement, leur activité au sein même on va dire dans la partie financière va être assez limitée et va être principalement une activité de monitoring, de consolidation, de reporting et de comparaison de la gestion entre les différents intervenants. Voilà. Ce point, l'idée, c'est de se dire, quand on en arrive sur ce modèle-là, qu'est-ce qu'un family office est capable de regrouper. Ce que je vous disais, c'est qu'on a des family office qui sont très financiers, on a des family office qui vont au contraire très loin dans l'offre, parce que c'est ce que je vous disais, si votre rémunération n'est pas celle d'un courtier ou celle d'un conseiller d'investissement financier, votre taux de rendement va être nécessairement pas le même, évidemment. Donc,
chacun va être obligé d'aller chercher des relais de croissance, développer son offre pour pouvoir élargir son assise et augmenter non pas sa marge, en tout cas pas sa marge en pourcentage, mais sa marge brute. Voilà. Et là, on va à ce moment-là regrouper véritablement l'ensemble de la réflexion, bien au-delà de la réflexion financière, et aller chercher consolider la réflexion autour de la transmission, autour de toutes les questions juridiques, autour des questions fiscales, évidemment. Et finalement, on va intégrer énormément de services à faible valeur ajoutée. Et c'est probablement un des critères en fait, qu'on va retrouver chez nos single family office qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est presque là où la boucle est bouclée. C'est que finalement, quand je vous disais tout à l'heure, le single family office, le mono family office, qui est l'essence de cette profession, c'est l'idée de se dire l'indépendance totale, j'embauche quelqu'un pour le faire. Et ben, moi, j'estime, en tout cas, c'est ma vision de cette profession-là, après 10 ans là-dedans, c'est que quand on tend vers l'indépendance totale et le pur multi-family office, et ben, finalement, on en arrive à intégrer que des professions, et là aussi rien de péjoratif, mais à faible valeur ajoutée. Pour une raison simple, c'est que, en fait, tout ce qui est à forte valeur ajoutée doit nécessairement être externalisé. Si on vient à internaliser les métiers de l'avocat fiscaliste, comment est-ce qu'on peut imaginer et avoir la prétention de dire que vous aurez dans votre multifamily office le spécialiste ultime du Dutreil en matière fiscale? Si je venais à internaliser une activité de notariat, comment est-ce que je pourrais estimer que j'ai le grand spécialiste du notariat pour acheter une propriété viticole dans le Beaujolais? Très compliqué, à mon sens, impossible. Et donc, l'idée, finalement, sur quoi on arrive, c'est de se dire la force de ces multifamily office, c'est la mutualisation. C'est la connaissance du marché, la connaissance de sa profondeur de l'offre, des intervenants en place et la capacité de dire à un client je peux vous emmener vers le meilleur prestataire et je suis là pour vous orienter vers le meilleur prestataire pour votre problématique. Voilà. Et c'est là où on va retrouver un avantage par rapport à notre mono family office, le single family office. Et ça, on commence à le voir, nous, de notre côté aujourd'hui, c'est que j'ai des single family office qui nous appellent pour nous dire j'ai une problématique. Je vais vous reprendre l'exemple du domaine viticole. Mon client qui pèse 1 milliard veut acheter un domaine viticole. Je ne sais pas par où commencer. Quand vous regroupez 45, 50 clients sur des patrimoines entre 50 et 500 millions, qui était la fourchette que je vous donnais tout à l'heure, bah, cette problématique-là, vous l'avez rencontrée 15 fois, 20 fois. Voilà. Et vous êtes capable d'accompagner et d'aider un single family office sur ces problématiques-là. Ce qui fait que quand vous êtes sur un modèle de pure family office, finalement, on en arrive à accompagner des singles. Voilà. Je crois, mon cher Alfonso, si je ne t'ai pas perdu dans mes explications, que j'ai, à mon sens, présenté à peu près le panel les différentes manières d'exercer cette profession. Je crois que sur les grandes tendances de marché, juste ce que je pourrais rajouter aujourd'hui, c'est qu'en fait, le mouvement du private equity qu'on voit aujourd'hui se développer de plus en plus sur ces dernières années, la recherche du non-coté, a aussi permis à beaucoup de multi-family office de se développer. Pourquoi ? Parce que toute l'activité de non-coté
est une activité qui nécessite des équipes juridiques pour la mise en place, des équipes financières pour l'analyse, etc. Et je crois que toutes ces équipes-là, les clients des multifamily office ne retrouvent pas ces compétences-là en dehors d'un multifamily office. Ce n'est pas au sein d'un établissement bancaire que quelqu'un saura vous conseiller, vous accompagner sur une opération de private equity. Tout simplement, ils vont vous offrir la possibilité de rentrer dans un fonds qui va lui-même, dans un fonds de private equity. Ça sera la seule offre d'un établissement bancaire aujourd'hui sur ces domaines-là. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients issus de la tech principalement qui deviennent des clients de family office en disant mais moi, j'ai besoin d'investir dans de la start-up, j'ai besoin d'investir en premier tour de table. Et j'ai besoin d'avoir des gens qui sont capables de m'accompagner sur la structuration fiscale, la structuration comptable, la structuration financière de mes opérations. Et bon, je n'ai pas la surface pour embaucher 2 mecs pour faire ça à plein de temps. Je vais chercher cette compétence-là chez un multifamily office. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Donc, à nos chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions, puisqu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un patron de famille en face. Et en attendant les premières questions, j'ai du coup quelques questions, des fois plus personnelles sur la partie sur ton entreprise, parce que ça nous intéresse énormément. On sait que c'est un secteur qui est assez éclaté et des fois, d'une entreprise à l'autre, il y a et tu l'as bien décrit, hein, des perceptions différentes, donc aussi des variantes, voilà, qui sont différentes, et je pense que ça influe sur la manière de travailler. Moi, ce que je voulais savoir, c'est personnellement, quel parcours tu as fait dans ta carrière, et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de monter ta propre entreprise? Alors, en fait, moi, à l'origine, j'étais censé être avocat. Alors j'ai fait mon parcours normal d'un mec qui est censé être avocat. Donc, j'ai fait mes 5 ans de droit, mon master droit de l'entreprise, machin. J'ai atterri dans un cabinet d'avocats avenue Georges V. Donc, bon, jusque-là, c'était pas trop mal barré, l'aventure. Et puis aussi, au bout de 6 mois de cabinet d'avocat, je me suis dit, mais en fait, je vois ça du client, alors que le client, il est grand comme ça. Et on vient me voir pour une problématique, pour la constitution d'une société civile, etc. Alors que moi, j'ai envie de rencontrer ces enfants, de comprendre quel est leur projet de vie. J'ai envie de rencontrer mon client qui m'explique quel est son projet de vie, etc. Et donc, finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucune envie d'être avocat. Et donc là-dessus, je suis parti faire un M2 gestion de patrimoine à Clermont, qui à l'époque était, d'ailleurs, j'ose espérer aujourd'hui encore largement coté. Et donc, j'ai fait ma gestion de pat à Clermont. Et puis, je suis parti en ingénierie patrimoniale chez HSBC. Et HSBC avait son département de family office. Et moi, je me suis dit, bon, génial, je vais m'occuper de la structuration fiscale. Pour un mec qui était censé être avocat, c'était pas trop mal. Je vais m'occuper de la structuration fiscale et puis je vais aider le département de family office à côté qui va structurer tout ça. Et puis finalement, je faisais un joli conseil fiscal, enfin, donc j'estimais à peu près joli. Et puis quand j'arrivais dans le département du banquier, il me disait non mais attends, tu peux pas conseiller un truc comme ça parce que là je suis en train de perdre le quart des avoirs, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc du coup j'ai fait, je crois que j'ai fait 2 ans là-bas, 2 ans et demi, et puis je me suis dit bon. En fait, il faut que je prenne le risque de travailler pour mes clients et de dire aux clients, il y a de la place pour qu'il y ait quelqu'un avec vous
en face de vos partenaires. Et en fait, je me rendais compte, moi, dans mon département d'ingénierie, c'est que tout bêtement, je disais aux clients, bon, pour qu'on puisse réfléchir à toute cette situation fiscale, vous avez un organigramme? Non, je n'ai pas d'organigramme. Bon, vous avez un reporting? Non, je n'ai pas de reporting. Bon, vous avez une data room de vos différentes structures, SCI, juridiques, etc. Non, je n'ai pas tout ça. Et donc, finalement, on s'est dit, créons le partenaire de la famille. Et donc, c'était vraiment l'idée du service à la personne, quoi. Voilà. On s'est dit à ce moment-là, on avait 27 ans. Je vous fais un truc, ça pourrait être en noir et blanc, j'ai l'impression, mais on avait 27 ans à cette époque-là avec mon associé. Donc, on s'est dit, 27 ans, aller chercher des clients à 50, 500 millions, ça va être un peu compliqué. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher un peu des cheveux blancs. On est allé chercher Alain Vicaire, qui était le fondateur de la Française des Placements, un gros monsieur à l'époque, un très très gros monsieur à l'époque, qui était la plus grosse société de gestion indépendante avant Carmignac. Et on est allé chercher Christophe Bourré, qui était l'associé fondateur d'ADI Alternative Investment, qui était avant la faillite de Lehman, le plus grand, j'avais pas vu, j'avais pas vu les questions sur le côté. Non, mais continue, quand tu finis, je vais te les poser, t'inquiète pas. Et qui était en fait le plus gros hedge fund européen avant la faillite de Lehman, et puis Jérôme Tordeau, qui était le fondateur de Sycomore Asset Management. Et donc, on est allé chercher ces 3 gestionnaires d'actifs, parce que c'était leur job, gestionnaires d'actifs, en se disant, bon, ceux qui peuvent nous présenter des clients, c'est forcément des gestionnaires d'actifs. Parce qu'en 2008, 2009, ceux qui tenaient les clients, c'était les sociétés de gestion. Et puis, ils nous ont dit, bon, écoutez, on va faire un tiers du capital Jean-François, un tiers du capital Pierre, et puis un tiers du capital, tous les 3, Alain, Christophe et Jérôme. Et puis, on travaille comme ça pendant 2 ans. Eux nous donnent un petit peu leur carnet d'adresse. Jean-François et moi, on turbine. Et puis, au bout de 2 ans, on dit, quand même, vous avez réussi à rentrer un tel comme client. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez grosso modo 10 ou 15% de marge sur votre chiffre d'affaires. Si vous étiez société de gestion, vous seriez plutôt à 35. Donc, on va plutôt transformer Family Partners en société de gestion. Je dis non, mais là, attendez, les gars, c'est plus tout à fait le même métier. C'est pas la même chose. Voilà. Mais bon, je crois qu'un gestionnaire d'actifs reste toujours un gestionnaire d'actifs. Et nous, ça n'avait jamais été notre profession et on ne pouvait pas le devenir, en fait. Et donc, du coup, on ne s'est jamais quitté fâché, mais on a dit, bon, écoutez, nous, on va rester sur notre idée de dire qu'on peut être rémunéré que par nos clients et 100% par nos clients. Sans être une société de gestion, sans être un conseil en investissement financier, etc. Et donc, on a développé notre activité que sur du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regroupe, ça doit représenter quelque chose comme 45 familles à peu près, 45, une petite cinquantaine de familles, entre 7 et 8 milliards d'actifs au global. Et puis, on est une vingtaine de salariés, quelque chose comme ça. Voilà. Et on a développé des métiers finalement qui sont l'accompagnement véritablement quotidien, c'est-à-dire que ça va évidemment de la consolidation de l'ensemble des actifs, l'analyse des produits qui sont mis en portefeuille. Typiquement, le gestionnaire BNP me dit je vais mettre tel structuré dans le portefeuille du client. Je vais appeler la Société Générale, je vais appeler OBC, BNP, je vais leur dire bon, qu'est-ce que vous pouvez me faire sur ce cahier des charges. Et en fait, on va s'occuper finalement d'animer quelque part. On va être un petit peu des animateurs de réseau sur les prestataires qui accompagnent nos clients. Et après, donc, on va avoir une activité juridique comment dirais-je, d'animation des holdings, de rédaction de PV, etc. On va avoir une activité fiscale, de déclaration d'impôts, de centralisation de l'information fiscale, etc. En fait, on est des facilitateurs
des gens qui mutualisent l'information, qui la centralisent pour les clients, la mâchent et la transforment. Voilà. Donc voilà comme notre manière de voir la profession, la mienne en tout cas, de voir la profession aujourd'hui. Alors, du coup, en même temps, tu as répondu à pas mal de questions indirectement sur le… J'ai pas de qualité féminine, pardon Alfonso, donc je ne sais pas faire deux choses en même temps. Oui, non, mais sache que tu as répondu entre autres à pas mal à pas mal de questions. Bon, il y a une question qui est récurrente, qui vient aussi, qui nous intéresse, c'est toi, en tant que professionnel, quel conseil tu peux donner à un jeune qui a envie de travailler aujourd'hui dans un family office? Alors, je crois que vraiment, mais je crois que ça va être un conseil très global. C'est C'est bien. vraiment la curiosité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous disais qu'on est là pour animer le réseau des prestataires qui interviennent autour de nos clients, je crois que si vous êtes toujours animé par cette curiosité-là de se dire, mais est-ce qu'il n'existe pas une autre solution? C'est ça que les clients viennent chercher chez nous, en fait. Je pense que nos clients se disent, s'il y avait une autre solution, Jean-François et Pierre l'auraient trouvé. Et l'équipe de Family Partners l'aurait trouvé. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est la principale qualité, c'est cette curiosité. Voilà. Moi, j'ai des gens chez moi avec des parcours, assez originaux. Et en fait, je me rends compte au bout de 10 ans que tous les gens qui sont partis de chez moi, parce qu'au bout de 10 ans, forcément, il y a des départs. Et en fait, tous les départs que j'ai eus, j'en ai une qui est partie pour tenir un camping dans le sud de la France, spécialisé, vous savez, sur les caravanes en aluminium américaines. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les R, je ne sais plus quoi. J'en ai un autre qui est parti pour créer une concession BMW de moto dans le nord de la France. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais personne qui est parti pour aller chez un concurrent ou pour aller rejoindre une banque. Voilà. J'ai que des gens qui sont partis parce que finalement, ils avaient cette qualité-là, cette qualité de se remettre en question, de s'interroger, voilà. Et je pense que les gens qui ont cette qualité-là, ils ont probablement 3 vies professionnelles, quoi. Ouais. Non, mais pour te rejoindre, c'est vrai que nous, chez Financial, des fois, on parle même de créativité, en fait. On n'est pas dans un milieu artistique, mais effectivement, la curiosité, la créativité. Il y a une loi de finances qui passe tous les ans, donc faut se remettre en cause, régulièrement. Et puis, il y a quelques questions aussi. Naturellement, les jeunes se posent la question sur comment arriver à monter son entreprise. Donc, tu as expliqué ton parcours, mais il y a un point sur lequel je veux insister, que tu as très bien évoqué. Je pense, entre autres, c'est au relationnel. Voilà. Et c'est pour ça, souvent, je dis aux étudiants de rester en contact parce que dedans, vous aurez des futurs chefs d'entreprise, des gérants de patrimoine ou des gens qui feront d'autres métiers. Et le réseau, c'est important. Et je l'ai bien noté lorsque tu as parlé, effectivement, par exemple, comme quelqu'un d'illustre d'Alain Vicaire, la Française des Jeux, qui est quelqu'un qui a souvent investi, aidé à être aux côtés des autres. Mais je pense entre autres, par exemple, à quelqu'un que je connais bien comme Jérôme Tourdeau, par exemple, Sycoman, qui a remonté une société de gestion d'ailleurs, Sipanga. Voilà, Sipanga. Et on connaît bien puisque son directeur général, Marc Albertelli, est professeur chez nous depuis la fondation de Financia. Donc je vois que tu es excessivement bien entouré et comme un peu c'est notre cas aussi. Donc voilà, et je pense que c'est une des clés. C'est une des clés du succès. C'est aussi d'avoir un bon carnet d'adresse, entretenir son relationnel. C'est parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, il faut savoir très bien s'orienter. Moi, ce que je tiens à préciser, Alfonso, pardon, c'est juste parce que je connais le fond de ta pensée et je veux pas qu'il y en ait certains qui
qui le détournent, c'est que c'est des carnets d'adresses qu'on se crée à partir du moment où on met un pied à l'école. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon associé, ses parents ne sont pas du tout de cet univers-là et ils n'ont aucune fortune personnelle. Et moi, mes parents ne sont pas du tout de cet univers-là et ils n'ont aucune fortune personnelle. Et ce que je veux dire par là, Alfonso, et c'est pour ça que je ne veux pas que… Bien sûr. C'est que à 27 ans, on est allé chercher Jérôme Tordeau, on est allé chercher Alain Vicaire, mais c'est pas par l'entremise voilà. Donc c'est important, je pense que chacun le garde à l'esprit, c'est que je pense qu'on est quand même dans un univers qui va très vite et qui du coup offre à chacun la possibilité de se positionner et de se faire un carnet d'adresses. Et je te rejoins sur ce point-là, puisque c'est aussi mon histoire et mon cas. Hein. Je n'ai personne dans ma famille qui travaillait dans la finance ou qui a pu me présenter quelqu'un. Et donc, je me suis construit tout seul comme beaucoup d'autres. Mais comme c'est aussi le cas de Financia, qui est une école aussi à vocation sociale, et c'est pour ça qu'on aime l'alternance et presque la totalité des étudiants qui nous regardent sont en alternance. Et ça, c'est très important parce que ça règle un problème du financement de la scolarité qui aujourd'hui est un souci. Et ça règle aussi le fait qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi avec de l'expérience. Et avoir une bonne formation, c'est très important, mais savoir faire un métier, c'est aussi important. Et le fait d'avoir cette expérience professionnelle fait que lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils ont déjà un carnet d'adresses. Parce qu'on n'a pas toujours un tonton, une tata, un papa ou autre, ou dans les repas de famille sur lesquels on puisse parler de ces métiers-là. Mais lorsqu'on a été un étudiant, on est déjà dans l'entreprise, effectivement, ça change les choses et ça permet d'arriver avec cette carte de visite en plus. Et d'ailleurs, nous, on demande à nos étudiants d'avoir tous un LinkedIn dès le plus jeune âge, puisque aujourd'hui, LinkedIn, c'est un peu le répertoire qu'on avait à l'époque, ou les cartes de visite qu'on pouvait conserver. Donc, on comprend bien ce que tu as dit, et je vais dans ce sens-là. Et Financia œuvre justement pour l'ouverture et pour choisir, pour avoir et fournir aux entreprises les meilleurs, et pas seulement les meilleurs qui ont les moyens de se payer des formations très chères ou autres. Alors, j'avais une question. Alors, chez Financier, on aime bien parler d'argent. Tu me diras si c'est confidentiel ou pas. Donc voilà. Mais un étudiant pose la question. Sur quelle base de service facturez-vous votre abonnement? Quel est votre seuil de rentabilité moyen sur une famille suivie? Bon, alors peut-être qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette thématique? Alors, c'est quelque chose qui a pas mal évolué au fil des années, en fait, avec notre développement. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on a dû à peu près multiplier par 3 notre rentabilité client en 10 ans. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, il y a un seuil critique. Il y a un seuil critique pour exister. Et en fait, on avait besoin d'arriver à ce seuil critique. Voilà. On a démarré l'aventure avec 24 000 euros. Donc ce n'est pas la campagne publicitaire de lancement de Family Partners qui a permis de grossir. C'est uniquement une politique tarifaire qui, à mon avis, était assez à l'inverse du marché aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, ça fonctionne sous la forme d'un abonnement que les clients payent trimestriellement à terme. Voilà. Donc, ça ne peut pas être plus transparent que ça. C'est résiliable avec un préavis de 24 heures. Et voilà. Donc, très clairement, ça ne peut pas être plus flexible que ça, plus transparent que ça. L'idée, c'est uniquement de se dire si on est mariés ensemble, on ne fera jamais du bon travail. Voilà. Donc, il faut que chacun soit libre et c'est comme ça qu'on est les meilleurs. Donc, on n'a jamais perdu un client en 10 ans.
mis à part ceux que j'ai demandé mis à part ceux qu'on a mis dehors. Voilà. Et qu'on a mis dehors parce que en fait, il faut notre manière de voir les choses, c'est qu'il faut avoir des clients qui ont envie qu'on les fasse avancer. Et notre modèle ne compte pas les heures, en fait. Donc, si vous avez des clients qui n'ont pas envie d'avancer, c'est assez destructeur de valeur. Voilà. Bon, bah écoute, alors on arrive bientôt à la fin. Je vais te poser la dernière question, qui est un petit peu une double question, je dirais les deux dernières. Pour ceux qui auraient encore plein de questions, qui n'hésitent pas à nous contacter a posteriori, et naturellement, je rentrerai en relation avec Pierre. Alors, cette double question, c'est à partir de quel patrimoine ou peut-être ticket d'entrée on peut s'adresser à un family office, et as-tu une idée à peu près d'où vient la fortune des clients? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont plutôt hérité, ou est-ce que c'est plutôt, j'imagine, des entrepreneurs, par exemple, qui auraient gagné beaucoup d'argent? Alors, sur le seuil, à mon sens, il n'y en a pas vraiment parce que, je me rends compte aujourd'hui que c'est surtout une envie de faire. Ce que je disais tout à l'heure à Fonzo, c'est que j'ai des clients un client à 50 millions et qui a 45 millions d'euros sur son fonds euro, la mondiale Europartner, et qui a sa résidence principale à 5 millions d'euros, je ne vois pas ce que je vais lui apporter, en fait. Donc typiquement, il sera pas client. Voilà, ça sera pas un bon client, ou il sera tout simplement pas client. Par contre, je vais avoir des clients qui vont avoir 20 millions d'euros de patrimoine, et qui vont mettre 200 000 euros dans une start-up, 300 000 sur le cabinet médical de leur fils, de leur belle-fille, voilà, et qui vont avoir une envie de faire, de bouger, etc. Et en fait, il a la moitié du patrimoine de l'autre, et pour autant, il peut largement avoir besoin de mes services. Avec une volonté de faire du levier, de développer, voilà. Donc, à mon avis, c'est pas une question de. Je pense pas qu'il y ait un seuil véritablement. Après, et d'ailleurs, on a des multifamily office qui travaillent sur des secteurs de clientèle à partir de 5 millions d'euros. Hein. Je pense au family office de Julien Magiteri, par exemple, qui est un mec très très bien, et qui est beaucoup plus sur un segment de clientèle de 5-10, avec une très très forte approche de private equity, et une profonde analyse là-dessus. Voilà, donc, mais je pense que typiquement, les gens qui investissent dans cette classe d'actifs, c'est souvent beaucoup plus des faiseurs dans leur épargne, enfin, une manière d'approcher leur épargne qui est beaucoup plus dynamique que d'autres. Voilà. Après, sur l'origine des patrimoines, alors, je pense que ça dépend vraiment de l'ADN du family office auquel on s'adresse. Nous, ce que je vous disais, c'est qu'on s'est créé quand on avait 27 ans. Donc très clairement, on n'a pas d'héritier, on n'a pas de vieille fortune. Voilà. Je pense que la moquette n'est pas du tout assez épaisse chez nous pour ça. On a un esprit qui est très fortement start-upper, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si le terme existe encore, mais du coup, on a que des premières générations de fortune. Et voilà. Et en fait, d'ailleurs, c'est presque pour clôturer le sujet, puisque tu as dit que c'est la dernière question, mais notre client le plus âgé, en fait, chez nous, et notre tout premier client, qui est quelqu'un qui a 70 ans, et que je suis allé voir
à la création de Family Partners en lui disant, est-ce que vous seriez notre premier client? Et en fait, il nous a dit à ce moment-là, écoutez, je serai votre premier client et moi, je vais vous faire un cadeau qu'on m'a fait il y a 40 ans, c'est que je vais vous offrir un bureau. Et dans ses bureaux, dans le siège de sa holding, au 170 boulevard Haussmann, il a dit prenez le petit bureau du fond. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux dans un petit bureau au fond. Et il dit voilà, ça, c'est moi qui vous l'offre. Vous avez l'électricité, il y a les toilettes, une connexion Internet, débrouillez-vous. Et on a commencé comme ça. Et puis après, on a pris le bureau d'à côté, puis le bureau d'en face, et puis d'en face, et puis d'en face. Et puis aujourd'hui, on occupe la totalité de sa holding. Il a évidemment toujours les clés. Voilà. Et en fait, ce monsieur qui est un homme exceptionnel, il y a 40 ans, il avait eu l'idée, une idée un peu folle. Et il était garçon de café à l'époque. Et puis, il explique à un mec qui venait boire tous les matins son café en lisant le journal et qui me disait, je savais qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il venait avec un chauffeur et son chauffeur l'attendait. Et puis, il est venu lui présenter il y a 40 ans l'idée de sa boîte. Et le mec, c'était le fondateur de Sanofi. Et il lui a dit, écoute, je vais faire un truc tout simple. Voilà, tu prends un bureau chez moi, voilà, tu as des toilettes. Et à l'époque, il n'y avait même pas de télé, il n'y avait même pas d'ordinateur, d'Internet. Il dit, mais voilà, tu as une ligne téléphonique et tu as des toilettes. Et il me dit, voilà, je vous ai fait le cadeau qu'on m'a fait il y a 40 ans. Bon courage. Voilà. Super. Bon, écoute, sur cette anecdote fantastique et qu'on ne peut pas inventer parce qu'il n'y a que dans la création d'entreprise où ça arrive. Et justement, dans ce métier-là, au sens large de la gestion patrimoniale, au sens très large, c'est vrai que c'est dans la finance, c'est un des rares métiers où on peut être entrepreneur. Et donc, je trouve que c'est très enthousiaste pour les jeunes qui suivent cette formation. D'autant plus que nous avons une jeune étudiante qui est en train de faire un mémoire sur les créations de cabinets Family Office. Donc, je vais te ressolliciter pour, si tu peux lui donner un petit coup de main de ta vision, je pense qu'elle arrivera. On a dépassé un petit peu notre heure parce qu'il est 20h02, donc ça reste raisonnable. Je voulais vraiment te remercier pour ta vision, pour cet échange. Je pense que pour les jeunes, et même pour moi-même, c'est très enrichissant. Et c'est une super expérience. J'ai beaucoup aimé l'expression qui est souvent utilisée, où la moquette est pas très épaisse. Et c'est vrai que même si peut-être les jeunes ne le savent pas, souvent on mesure la taille de la moquette, des fois aux frais qui sont pris dans les établissements, parce que finalement, c'est quand même le client qui paye la moquette. Et vous avez des établissements où la moquette est très, très épaisse. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a une petite question ou deux, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous ferai un retour avec ça. Merci. Et puis, maintenant, c'est que tu es boulevard Haussmann. Donc, nous, on est dans le 15e, c'est pas très loin. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion, là, c'était à distance, mais peut-être de voir nos jeunes à la prochaine rentrée en physique. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Et je crois qu'il est l'heure d'aller, toi de travailler parce que c'est normal, tu es en finance, mais peut-être pour nos jeunes d'aller dîner. Merci beaucoup. Merci Alfonso. Merci, et merci à tous. À très bientôt. Au revoir.